France Info. 20h-21h, France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés. C'est ce qu'on appelle le chic, Ils avaient tous autour de la table une invitation pour se rendre à la 40e cérémonie des Césars. Ils ont préféré venir aux informés de France Info ce soir. D'ailleurs, il n'y a pas trop de différence entre la fête au Châtelet et dans les studios de France Info. Nous avons à peu près le même budget. Nous sommes même allés acheter un pain surprise chez Picard. C'est vous dire si ça s'annonce fou. Et ce soir, ils brilleront comme des étoiles sur Hollywood Boulevard. À savoir Nathalie Kant de Courrier International, bonsoir. Bonsoir. Nasser Kétan, PDG de Beurre FM, bonsoir. Gérard Filoche du Bureau National du Parti Socialiste, bonsoir. Bonsoir. Et Xavier Lemoine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire UMP PCD, Parti Chrétien Démocrate de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Et ce soir, aux informés de France Info, 4 débats, 4 ambiances. À savoir, affaire Glidden, le site de rencontre prônant l'infidélité, est attaqué en justice par des associations catholiques pour qui faciliter l'adultère serait hors la loi. Angela Merkel à Paris, faiseuse de paix en Ukraine, rigide avec la Grèce, la chancelière joue le chaud et le froid. Sondage pour les départementales de mars, le FN en tête, ça devient presque un classique. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. 20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Manuel Valls, Bill Murray, même combat. Oui, ça peut sembler étrange de comparer les deux hommes, mais l'acteur américain qui a joué dans le formidable Un jour sans fin, film dans lequel il était condamné à revivre éternellement la même journée, Manuel Valls semble condamné également à la même damnation pour le reste du quinquennat. Cette semaine, la fracture au sein de la gauche a pris le nom de 49.3 et l'on se demande si le sort réservé à la loi Macron pourrait se reproduire pour d'autres futures lois. Le PS en plein psychodrame, cette fois-ci c'est officiel, mais pour le député du Finistère, Jean-Jacques Urvoas, la crise ne touche pas que les parlementaires. Je crois qu'ils ont surtout désespéré une partie de l'électorat de gauche qui, depuis quelques semaines, avait commencé à croire que les mauvaises périodes que nous avions connues appartenaient au passé. Et donc nous avons donné une image assez navrante. Heureusement, tout cela se termine bien, le gouvernement continue et les réformes vont pouvoir s'amplifier. Non, je ne suis pas désespéré parce que je suis un militant politique et si je fais de la politique, c'est justement pour changer la réalité parce qu'elle ne me plaît pas. Et figurez-vous que cette réalité actuelle, c'est-à-dire cette image que nous donnons, ne me plaît pas du tout. Voilà, Jean-Jacques Urvoas, député PS du Finistère. Alors forcément, je me tourne vers quelqu'un qui doit être très au courant de ce qui se passe. Gérard Filoche, il y a une bonne ambiance en ce moment, Russell Ferrino ? Ben non, parce que vous savez bien que la loi Macron est une loi antisociale. Donc en vérité, s'il y avait eu un esprit du 11 janvier, la loi Macron s'y oppose. Vous savez, l'esprit du 11 janvier, c'est plutôt de Tsipras. Macron, c'est plutôt le libéralisme. Alors là, on nous enfile 106 articles aussi toxiques les uns que les autres. Les hôpitaux vont pouvoir spéculer avec les hôpitaux privés à l'étranger. Les employeurs auront leur résidence principale protégée s'ils font faillite, mais pas les salariés. Les handicapés pourront avoir accès au travail s'ils sont auto-entrepreneurs. Les représentants du personnel, il n'y aura plus de droit pénal pour les protéger. Le droit d'entrave va sauter. Je ne peux même pas énumérer les facilitations de licenciement. Même maintenant, on est dans Ubu. Un salarié qui sera licencié, qui gagnera au tribunal administratif, pour son licenciement sera injuste, il pourra n'être ni réintégré ni indemnisé. Macron, c'est Ubu-roi, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire, il l'a mis dans sa loi. Alors vous comprenez que ça soit tendu au Parti Socialiste, oui, alors si vous aviez entre les frondeurs et les grondeurs. Parce qu'il y a les frondeurs, c'est ceux qui légitimement défendent la gauche. Et alors, il y a les grondeurs, maintenant, qui aboient contre les frondeurs, en disant « Mais vous n'avez pas à défendre la gauche, c'est nous !» Or, mais Manuel Valls, 95% des socialistes n'ont jamais voté pour lui. Il est là, on se demande pourquoi. Ouais. Alors, on va y revenir. Xavier Lemoine, vous-même, comment vous avez vécu cette semaine justement, vous êtes UMP et du Parti Chrétien Démocrate. Comment vous avez vu ça ? Pour être honnête... En tant que maire de banlieue, on est quand même un peu loin de la loi Macron. Néanmoins, j'ai pris soin effectivement de regarder ce qu'il y a dedans et ce que vous venez de dire, Monsieur Filoche, est tout à fait consternant. Il y avait, me semble-t-il, pour le gouvernement français, un signal très fort à donner au marché financier et la loi Macron devait, coûte que coûte, passer. Et ensuite, le 49.3 a rediscipliné tout le monde. Donc ça rouspète, mais c'est passé. L'essentiel est sauf et on va pouvoir continuer comme avant. D'accord. Donc alors finalement, c'est étonnant parce que voilà, c'est un peu à l'envers là ce qui se passe. Je comprends que la droite défende la loi Macron. Mais attendez, à titre perso, je vais vous dire quelque chose, c'est que c'est pas vrai. Parce qu'il y a un deuxième round. On est loin d'avoir fini.
D'abord parce que pendant le mois de mars, les gens qui commencent à comprendre lentement ce qu'il y a dans la loi vont se mobiliser. Il y a une manifestation intersyndicale le 9 avril. Ensuite, je ne sais pas ce que le Sénat laissera avant la commission mixte paritaire, mais il y aura un deuxième round à l'Assemblée nationale. Et il y aura entre-temps les électeurs. J'attends de voir qui va oser une deuxième fois faire un coup de force. Parce que Manuel Valls, c'était quand même le gars qui disait « Nous n'avons pas la culture du 49-3 ». Parce que François Hollande, c'était celui qui disait « Le 49-3, c'est une brutalité, c'est un déni de démocratie ». Et j'attends de voir qu'il recommence une deuxième fois contre la gauche, contre le salariat, contre le peuple de gauche, contre les électeurs de gauche. J'attends qu'il recommence une deuxième fois en début avril. Ça va pas se passer si simplement qu'ils le disent. Nasser Ketan, quand vous avez regardé vous-même de loin comme ça, quand on regardait à la télévision, l'Assemblée nationale, cette classe politique? Non, c'est-à-dire que, en tout cas, les Français, ils prennent ce spectacle comme quelque chose un peu kafkain, quoi. Il y a une illisibilité qui sort de tout ce débat pour le Français moyen, qui n'est pas dans la loi. Pour lui, la loi Macron, c'est la loi du travail le dimanche. Ça s'arrête là. C'est pas que ça. Non, mais Ouais, je sais, mais globalement, c'est ça. ça. Et on a l'impression C'est ça qui est que c'est plus une bataille de chiffonniers, donc entre les uns et les autres, à l'intérieur de la gauche, entre la droite et la gauche, alors qu'il y a des grands débats qui doivent annoncer l'avenir. C'est des débats sur quoi se fonde la confiance, sur quoi se fonde l'espérance, c'est quoi les grands enjeux, et on a l'impression que là, c'est un peu piégé. On est un petit peu dans une petite boîte d'allumettes, et moi je trouve que de ça, il sort un énorme malaise. C'est plus ça. Oui, mais monsieur, si je peux me permettre de dire, c'est la fin des prud'hommes. C'est la case de l'inspection du travail. C'est la fin de la médecine du travail. C'est-à-dire qu'il y a des attaques contre le droit du travail dans cette loi dont on n'a pas encore parlé depuis 3 mois. Moi, je m'évertue à décortiquer chacun des articles sur mon blog, etc. etc. Mais les 91% des Français croient qu'il n'y a que le dimanche. Bah bien sûr, ils n'ont pas été touchés par les 100 autres articles qui sont chacun le permis de toxiques. conduire. Voilà, Nathalie. Le permis de conduire, là, moi, je regardais un peu la presse internationale qui disait que 60% des employés qui font des interviews pour offrir un nouveau travail demandent à leur nouveau employeur, demandent à leur nouveau employé le permis de conduire. Et alors, ça va être plus facile. Ce sont comme des petites choses, mais ce qui semblerait, c'est que peut-être dans la pratique, c'est plus facile que dans l'idéologie, parce que je comprends que bon. Mais apparemment, mais juste pour vous raconter, pour vous raconter très vite. C'était la loi Montebourg au début. C'était la loi Montebourg. Mais qui l'a la mettre en place. Voilà. Mais pour vous raconter très vite. Il a dit qu'il était contre. Il a bien vu que c'était une mauvaise loi. Bon, les Américains, ils aiment. Non. Il a corrigé, il a démenti. Ah bon, tout ça. d'accord. Les des États-Unis, je sais qu'il a eu un accident aujourd'hui. Mais depuis les États-Unis, il a démenti tout soutien à cette loi. Ah d'accord, maintenant. Non, mais par exemple, les médias américains, ils ont beaucoup soutenu, c'est-à-dire ils ont salué la loi Macron. J'ai repris. C'est d'inspiration anglo-saxonne. Oui, mais par exemple, l'édito de Wall Street Journal, par exemple, il parle de courage politique de la part d'Hollande. Il parle de réformes il se demande pourquoi ils font autant de problèmes ici en France si ce sont des réformes qui ont déjà été prises dans d'autres pays européens. Ouais, mais les États-Unis, c'est pas un modèle, hein. Franchement. Mais je vais juste dire une chose. Mais il dit que le passage en force constitutionnelle, révèle un grave dysfonctionnement de la vie politique française. Voilà, alors justement, Xavier Lemoyne, loi Macron-Merkel. Voilà, alors Xavier Lemoyne, cette loi justement est essentiellement d'inspiration anglo-saxonne. On tourne le dos à tout ce qui a fait la politique sociale de notre pays française et qui se distinguait par une philosophie du droit, une philosophie de la personne qui n'a rien à voir avec la philosophie des affaires qui est d'inspiration anglo-saxonne. Donc effectivement, en termes de mutation intellectuelle, cette loi est redoutable. Effectivement, mais on est d'accord là-dessus. Ça me dérange pas d'être d'accord avec vous. Est-ce que vous comprenez que la droite l'ait pas voté alors? Oui, mais je suis pas député, je suis dépité maire, je suis pas député maire. Oui, bien sûr. Mais j'imagine, mais après, voilà, ça fait quand même partie aussi de la politique française. Après, il y avait des signaux à donner au marché. Impératif. 2, on arrive près des cantonales. Si on peut faire grimper un peu le Front National, pourquoi pas. 3, la vraie stratégie, c'est 2017. 4, tout ceci est parfaitement bien orchestré. Et je trouve que c'est mené de main de maître. Indépendamment du spectacle que l'on fait croire qu'il est triste, etc. Mais très honnêtement, en termes de stratégie, c'est très bien vu. Quand on parle de spectacle, moi je sais pas, spectacle, je parle du fond, du fond et encore du fond. Par exemple, savez-vous qu'il a été obligé de reculer sur le secret des affaires? Oui, bien sûr. Macron a essayé de faire passer une loi sur le secret des affaires 2 ans à peine après Cahuzac. Chapeau, en pleine HSBC, LuxLeaks et SwissLeaks, il a essayé. Mais tout n'a pas été retiré. Non. Par exemple, les entreprises de moins de 50 salariés ont le droit de ne plus publier leurs comptes. Mais c'est énorme. Elles ont le droit de ne plus rendre public leurs comptes. Mais vous savez ce que c'est les holdings?
elles ont moins de 50 salariés. C'est-à-dire que les plus grandes sociétés, les plus riches sociétés, sont autorisées par la loi dite Macron à ne plus publier leurs comptes quand elles ont moins de 50 membres. Mais si les Français avaient su ça avant, si on a vu des débats de fond dans les radios, les télés, pas seulement sur le travail du dimanche, pas seulement sur le travail de nuit, encore que le travail de nuit, c'est des femmes pauvres et précaires qu'on va mettre à travailler de minuit jusqu'à 7 heures pour vendre imbécilement du parfum sur les Champs-Élysées dont personne n'a besoin. Personne n'a besoin d'acheter du parfum de nuit sur les Champs-Élysées. C'est pour ça qu'il fallait quelqu'un du PS pour nous remettre au colère finalement sur la loi Macron. Allez, il est 20h15 sur France Info. Le rappel des titres, Emmanuel Langlois. L'Ain, l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie et les Hautes-Alpes placés en vigilance orange à la neige et au verglas à partir de demain matin. Un épisode qui devrait perturber la circulation d'après Météo France, d'autant que la journée de demain est classée noire dans le sens des départs en Rhône-Alpes à cause du grand chassé-croisé des vacances d'hiver. Et puis ce soir, 600 voyageurs d'un TGV reliant Paris à Grenoble sont toujours bloqués depuis la fin de l'après-midi dans le nord de l'Isère. Une motrice a pris feu, l'incendie n'a pas fait de victime. Dominique Strauss-Kahn, fixé le 12 juin prochain sur son sort à l'issue de 3 semaines de procès pour proxénétisme aggravé. Le procureur de Lille a requis mardi sa relaxe pure et simple. Nouvel épisode de la confrontation entre la Grèce et la zone euro emmenée par l'Allemagne. Les ministres des Finances se retrouvent pour la 3e fois en 10 jours à Bruxelles ce soir. Un accord serait en vue alors qu'il est. Et puis les rebelles pro-russes veulent pousser leur avantage dans l'est de l'Ukraine. Donald Tusk, le président du Conseil européen, plaide en faveur de nouvelles actions. La 40e cérémonie des Césars au Théâtre du Châtelet à partir de 21h. Les jeux sont très ouverts cette année avec parmi les favoris Saint-Laurent de Laurent Bonello, nommé 10 fois, Les Combattants cités 9 fois ou encore le film Timbuktu sélectionné 8 fois. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir Nathalie Kahn de Cour International, Nasser Kétan, PDG de Beurre FM, Gérard Filoche du Bureau national du Parti Socialiste et Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Singing on the sondage, peut-être un jour un film, mais c'est vrai qu'il pleut littéralement des sondages politiques en ce moment. Aujourd'hui, à un mois des élections départementales, un sondage IFOP annonce que le Front National serait en tête au premier tour avec 29%, suivi de l'UMP-l'UDI à 27% et le PS à 21%. Le Front National fait éclater la bulle post-attentat en confirmant son implantation et localement des élus de droite et des électeurs seraient tentés par des alliances. En début de semaine, une enquête France Info Canal+ Sofres montrait que la porosité était forte entre électeurs FN et UMP et ce n'est que le début selon Emmanuel Rivière de l'Institut Ipsos. Ce que montre ce sondage, c'est la consolidation du travail effectué depuis qu'elle est présidente du Front National par Marine Le Pen. Il y a une forme de crédibilisation de ce parti dont on se dit, chez les sympathisants UMP, que voilà, il y a peut-être des choses à construire avec lui. On a une majorité de sympathisants UMP qui disent ne pas partager toutes les propositions, toutes les solutions de Marine Le Pen, mais de plus en plus nombreux, ils nous disent 58%, partager les constats qu'elle fait sur la société française. Voilà, Emmanuel Rivière de l'Institut Ipsos. Nasser Kétan à force finalement, alors c'est terrible de dire ça, mais on s'habitue à voir le Front National en tête. Oui, mais il y a un autre sondage qui dit qu'un peu plus de 30% effectivement des Français sont sensibles aux thèses de Marine Le Pen, etc., ces questions, etc. Mais presque 60% des Français ne lui voient pas jouer un rôle national ou de gestion, d'accession à la présidence. C'est-à-dire y compris à l'intérieur du Front National. C'est-à-dire y compris des gens qui votent pour elle, se disent on vote pour dire qu'on n'est pas d'accord, pour le ras-le-bol ou autre, mais on n'est pas d'accord pour qu'elle prenne la direction du pays, etc. Ça, c'est extrêmement important. Et ça moi, c'est ce que je dis depuis pas mal d'émissions ici, c'est que le Front National, c'est un parti en trompe-l'œil. C'est-à-dire que il est là, il nous amène vers la tribalité. Il réveille tout ce qu'il y a de plus anachronique, archaïque dans la société française, de la tribalité. Et la richesse de la France, la vertu de la France, c'est que on est fondé sur le lien social, sur le contrat social, sur la Révolution française, où on a Jaurès, on a l'affaire Dreyfus, qui a encensé de façon séculaire ce qu'était la République, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et pour moi, je l'ai vu le soir de l'attentat de Charlie Hebdo, où j'ai vu la France des barricades
place de la République, le jour même, et où le 11 janvier est un signal très fort pour dire non à Marine Le Pen. Juste avant, Xavier Lemoine, en tant qu'élu justement de terrain, comment vous voyez ça justement, on le dit, cette porosité finalement, ces électeurs qui n'écoutent pas forcément les états-majors, les consignes de vote. Est-ce que vous le voyez, est-ce que vous le constatez? Non seulement je le constate, mais enfin je souscris en tout point à ce qui a été dit par le reporter tout à l'heure. Il y a cette très forte porosité. Le Front National est manié avec maestria par la gauche, disons-le quand même, et c'est une arme de destruction massive de l'UMP et de l'UDI. Donc je dirais, on va jouer ce couplet pendant les départementales, on va jouer ce couplet au régional. Le but de François Hollande, c'est 2017. Je dirais toute la stratégie est là. Et donc, faire monter le Front National n'est absolument pas un problème. Et on va voir, au soir du premier tour des départementales, les débats que l'on a vus pour la partielle du Doubs, qui a été destructrice pour l'UMP et l'UDI. Oui, bien sûr. Faut le dire. Alors après, soit vous êtes crédible dans ce que vous faites, dans vos propositions, et moi j'irai le Front National chez moi, je dirais c'est pas un souci, même si je serais opposé sans doute au secrétaire départemental du Front National dans le cadre des départementales, mais j'irai sur ma ville. Quand on est crédible, on n'a pas de souci. Effectivement, lorsqu'on n'est pas crédible. Alors après, sur la question de la tribalité, du lien social, je veux bien dans un débat intellectuel que l'on parle comme cela. Néanmoins, il y a des situations qui sont vécues. La haine de l'étranger, la haine de l'immigré, la haine de l'islam. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est ça. Non. Je crois que là, on est vraiment sur des schémas totalement. Je pense qu'on laisse la place à Marine Le Pen parce que justement, on n'appelle pas un chat. Schéma totalement dépassé. Vous avez des situations sociales dans nos villes, dans nos quartiers, y compris dans la ruralité, qui n'ont pas trouvé solution ni du côté de la droite traditionnelle ni de la gauche. Et il y a un vrai cri d'alarme au-delà de ce que l'on veut faire penser à ces électeurs. Attention à ne pas tout confondre, parce que là, c'est bien plus grave que ce que l'on dit. Gérard Filoche, quand vous entendez ça, que la gauche fait monter le FN, c'est un vieil argument. Oui, mais je voudrais d'abord dire deux choses. Les mauvais sondages pour la gauche sont antérieurs à ce que disait Jean-Jacques Urvoas tout à l'heure. Ce n'est pas à cause du 49-3. Oui, tout à fait. C'est à cause je trouve que son explication de tout à l'heure était gonflée. C'est ça, vous mettez tout sur le dos des frondeurs. Voilà. Comme si les grondeurs en question y étaient pour rien. Alors la deuxième chose, c'est qu'il faut prendre ces sondages avec la part d'abstention, parce qu'elle est énorme. Si on prend le Doubs, c'est l'abstention, les partielles précédentes, c'est l'abstention. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent l'UMP et le Front National, qui sont effectivement poreux, ils gagnent sans gagner le voix. Parfois, ils en perdent. C'est-à-dire qu'ils ne gagnent qu'en pourcentage. Et la grande masse des électeurs de gauche s'abstiennent. C'est ça la carte majeure du vote. Moi, je dirais par défi que la France est de gauche. L'abstention, je ne doute pas une seule seconde. Je ne pense pas une seule seconde que l'abstention, ce ne soit pas des socialistes. Sauf qu'ils ne sont pas contents de la politique qui est menée par le gouvernement, parce qu'ils n'ont pas voté pour ça en mai-juin 2012. Ils ont voté pour un changement qu'ils n'ont pas. Donc ils s'abstiennent. Donc mécaniquement, en pourcentage, la droite, l'UMP, l'UDI et le Front National, avec leur porosité, montent en pourcentage, mais pas en voix. C'était vrai il y a quelques années. Ça le reste. Les nouveaux électeurs du Front National proviennent majoritairement de la gauche. Il faut le savoir. On va y revenir juste après le rappel des titres d'Emmanuel Langlois. 5 départements, l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie et les Hautes-Alpes placés en vigilance orange à la neige et au verglas sur les routes. La journée de demain est classée noire dans le sens des départs en Rhône-Alpes. Il est conseillé d'éviter de circuler sur les grands itinéraires de desserte des Alpes entre 8h et 20h pour les départs et entre 10h et 18h pour ce qui est des retours. Et puis ce soir, 600 voyageurs d'un TGV entre Paris et Grenoble sont toujours bloqués dans le nord de l'Isère. Une motrice a pris feu. L'incendie, heureusement, n'a pas fait de victimes. Nouvel épisode de la confrontation entre la Grèce et la zone euro emmenée par l'Allemagne. Les ministres des Finances se retrouvent pour la 3e fois en 10 jours à Bruxelles. Un accord serait en vue. Le Français François Pervier enlève pour la 3e fois le titre du kilomètre dans les championnats du monde de cyclisme sur piste. C'est au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis du football avec le derby de la Côte d'Azur ce soir. Ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Nice affronte Monaco. On fera le point en direct toute la soirée sur France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, on parle de ces sondages qui se répètent plutôt favorables pour le Front National. Nasser Ketan, vous vouliez rajouter? Moi, je trouve que le Front National doit interpeller les partis politiques. Comment se fait-il que ces partis-là aient perdu le contact avec le pays réel ?
avec la France des quartiers, avec la France rurale, comme on vient de le rappeler. Comment ils ont perdu ce contact? La gauche s'est enfermée, le PS, dans une culture de gouvernement. Je suis de gauche, mais je me soigne. C'est-à-dire, c'est comme ça. Le Parti communiste s'est enfermé dans une tour d'ivoire et il perd une par une ses villes. Et tous ces mouvements, les partis ouvriers chrétiens, toutes ces choses-là qui irriguaient la France, qui était une des forces vives de ce pays, a disparu. Et là, Madame Le Pen catalyse tout ça, elle s'érige en étant le seul rempart et le seul interlocuteur pour régler les problèmes de la France. Et elle met tout le monde dans le même paquet cadeau. Voilà, Gérard Filoche, je vous vois dentiner de la tête. Oui, mais moi, je pense qu'il faut battre la droite et changer la gauche. Battre la droite et changer la gauche. Et donc c'est vrai qu'il y a un problème à gauche. Mais quand vous mettez dans la même phrase, par exemple, le Parti Socialiste et le gouvernement, puis-je dire à nos électeurs que le gouvernement, jamais le Parti Socialiste n'a voté pour sa politique. Et je sais, il est issu de ses rangs. C'est compliqué. Il est nommé, c'est compliqué, mais c'est la 5e République, c'est-à-dire, comment dans la 5e République... La culture de gouvernement, elle irrigue, y compris le Parti Socialiste. Mais comment dans la 5e République, le pouvoir personnel l'emporte-t-il sur le pouvoir du Parlement, sur la démocratie? Et comment un parti peut-il voter des orientations et se les voir bafouer, complètement trahis dans la pratique? Ça, c'est la vraie question. Et si les électeurs veulent voter socialiste, ils peuvent le faire. Mais parce qu'ils peuvent penser quand même que le Parti socialiste ne cautionne pas Macron. Le Parti socialiste n'est pas pour le travail le dimanche. Le Parti socialiste n'est pas pour le travail de nuit. Pas tous. Le Parti socialiste n'est pas pour le socialiste. Non, la majorité. Non, pas la majorité. La majorité, bien sûr, dans les congrès, personne n'a jamais... Tout le monde a toujours voté contre le travail le dimanche. Alors, tout le monde. Alors justement, François Hollande inclus, Manuel Valls inclus. On va revenir juste recentrer ce débat sur le Front National. Xavier Lemoine, quand on voit le Front National qui a annoncé des candidats presque partout au cantonal ou au départemental maintenant, puisque c'est comme ça qu'on dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, avant, on se cachait quand même un peu quand on était du Front National. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun complexe. Sur des petites élections où le nombre de candidats mobilisés est relativement faible par rapport à des municipales, c'est beaucoup plus facile. Ça reste difficile sur les municipales quand même. Parce que 25, 35 ou 45 noms à trouver, c'est complexe. Et en plus, sur une municipale, vous êtes censé habiter la ville où vous vous présentez. Sur une départementale, c'est au niveau du département. Donc à la limite, vous allez à l'autre bout du département, vous n'êtes pas trop connu, vous reprenez votre vie privée après, vous n'êtes pas trop embêté. D'accord, oui. Bon. Parce que justement, le Front National ne fait pas du tout campagne sur des questions locales. On l'a vu dans le Doubs, c'était encore sur l'islamisation radicale. Ça n'a aucun intérêt local. Attendez, ça n'a pas d'intérêt local. Les situations que les maires ont actuellement, que ce soit dans la ruralité profonde ou que ce soit dans certains quartiers, peut légitimement inquiéter. Alors on va pas faire un débat là-dessus ce soir, mais à force de dire pas d'amalgame, et de ne pas vouloir situer la discussion et de bien voir de quoi il s'agit et de savoir serrer, discerner ce qui est à discerner, eh bien il y a effectivement un amalgame qui se fait dans l'opinion publique et qui vient creuser les tensions entre les différentes communautés et qui est très préoccupant. Et donc, qu'elle le fasse maladroitement... Très maladroitement, vous êtes sauf qu'il y a des questions, et que ces questions, à force de dire, elles sont tabous, on n'a pas le droit d'y toucher, c'est pas vrai, c'est faux, etc., eh bien, je dirais, c'est du pain béni pour le Front National qui récupère la mise. Alors, de grâce, essayons d'être un peu plus intelligents sur les vraies questions qui se posent au niveau local. Nasser Ketan, vous... Bon, c'est la peur de l'ennemi invisible et de l'ennemi collectif. C'est-à-dire, j'aime pas les Arabes, j'aime pas les immigrés, mais je suis copain avec Mohamed, mon voisin de palier. Oui, et d'ailleurs, ma gamine va jouer avec son gamin dans le quartier. Ouais. Il y a ces stratégies de Marine Le Pen à l'échelon national de brandir sans arrêt la peur de l'île qui envahit, etc. Et c'est vrai que l'actualité, je veux dire, alimente aussi la peur de nos concitoyens. Marine Le Pen, elle est comme Christine Lagarde, hein. Elle est pour faire payer la dette aux Grecs. Elle est pour qu'on paye la dette. Elle a jamais dit un mot contre les banquiers. J'aimerais mieux qu'elle s'attaque aux banquiers qu'aux immigrés. Mais elle est plutôt copine avec les banquiers quand elle dit une dette est une dette et qu'il faut la rembourser. Personne n'a remarqué. Elle aime bien les banquiers russes. Personne n'a remarqué qu'elle oui, quand il y a des banques russes qui l'aident. Mais personne n'a remarqué qu'elle a exigé du peuple grec de le saigner, c'est-à-dire de reculer son SMIC, de mourir de faim, de famine et de misère. Quand elle dit une dette est une dette et les Grecs doivent la payer. Non, une dette est une chose. Non, pas Xavier Lemoine. Une dette est une dette. Non, il y a des dettes Après, il y a la manière
manière dont on la récupère, qui On va y effectivement revenir après. peut poser problème. Sur les... Justement, Nathalie Cante, comment Marine Le Pen et sa L'objet du percée, débat actuel. voilà, et sa percée aujourd'hui, on le voit en France, comment c'est perçu? Est-ce qu'on la comprend ailleurs justement, à l'étranger? Ce que je voulais dire, mais avant de répondre, rapidement, oui, non, rapidement par rapport à ce que vous dites, c'est que je trouve un peu que dans la politique française, c'est très difficile. Par exemple, le PS, c'est-à-dire quand il fait rien, on le critique parce qu'il fait rien, et quand il fait quelque chose, c'est non, c'est terrible. Moi, je vais juste faire une remarque. C'est le problème des Non, mais gouvernements. je veux dire, mais je vais faire C'est le une problème des remarque gouvernements. que je pense que C'est pas peut-être l'apanage du PS. la loi Macron, elle vient à répondre à ce genre de Alors, critique de El País qui disait récemment, un journal espagnol. il disait, oui, le quotidien le plus lu en Espagne, qui disait le PS n'a pas encore décidé s'il est vraiment préparé pour gouverner et s'il a des formules propres pour affronter les effets de la globalisation. Peut-être la loi Macron vient à faire réponse à ça. Ah ben, je vois bien Et que vous après- défendez la loi Macron comme une loi libérale, oui. Mais je non, comprends bien. mais c'est plus amusant d'être contre Vaux qu'être en faveur de Vaux. Sinon, on n'a pas de débat. Bien sûr, voilà, exactement. Et vous avez après, compris le jeu. par rapport au Allez-y, Nathalie FN, Cante, allez-y. depuis Rapidement. l'étranger, c'est Comment très c'est compris ou pas non, c'est très surprenant. C'est-à-dire, par exemple, si on lit les journaux d'Amérique latine pour ne pas rendre, c'est surprenant parce qu'on n'a pas en Amérique latine, il n'y a pas les mêmes clivages politiques. Il y a des choses qui sont bien pires, mais il n'y a pas la droite si droite et si extrême, Ouais. et la gauche de la même manière que vous la concevez. La nôtre, elle est une gauche très différente. Mais je voulais juste, je fais une remarque par rapport à ce que disait un Rapidement. journal allemand Rapidement. c'est le quotidien libéral Süddeutsche Zeitung qui disait par rapport à la motion de censure, et là je raccroche les deux, que Bon, c'est je- une farce et que pendant ce temps le FN avance, la crise et la désaffection politique poussent les Français dans les bras de Marine Le Pen. Eh ben, C'est un voilà, coup vous de avez force. tout synthétisé. Voilà, c'est formidable. Nathalie Cante, allez, 20h30 sur France Info. L'heure de retrouver le journal de Frédéric Beignada. Bonsoir. Bonsoir, une panne qui tombe mal pour la SNCF en plein chassé-croisé des vacances de février. 600 voyageurs d'un TGV qui reliait Paris à Grenoble sont bloqués depuis le début de la soirée dans le nord de l'Isère. Après l'embrasement soudain d'une motrice, le feu a provoqué l'arrêt du train et paralysé le trafic. Écoutez le témoignage de ce père qui attend sa fille de 15 ans en gare de Grenoble. Non, il n'y a pas de blessé. Elle m'a dit que tous les passagers ont été regroupés dans la deuxième rame, parce que le train a 2 rames. Mais par contre, elle m'a expliqué qu'il n'y a pas d'électricité, donc elle attend. Je ne peux même pas aller la récupérer sur la Verpillière, puisqu'ils m'ont dit qu'elle était dans la campagne. Alors elle m'envoie des SMS de temps en temps. Je pense que là, ça s'allume, donc c'est elle qui m'en envoie un. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ici, quand je suis arrivé, c'était la panique à bord, parce qu'il y avait des trains qui devaient repartir sur Paris, donc plus aucun train ne partait, c'était un peu la révolution. Et d'après ce que j'ai su, un TER va partir sur Valence, et les passagers qui partaient sur Paris vont prendre un TGV à Valence, ou supplémentaire, ou les TGV qui vont s'arrêter à Valence, c'est un peu la panique pour l'instant. La SNCF qui veut sanctionner plus lourdement les fraudeurs. Pour les voyageurs sans billets sur les trajets courts, la contravention va passer de 35 à 50 € à compter du 2 mars prochain. À 50 € plus, le prix du billet pour les trajets de plus de 150 km. Les contrôles à bord des trains, mais aussi sur les quais, seront renforcés. La fraude coûte chaque année 300 millions d'euros à la SNCF et le taux de recouvrement des PV atteint seulement 10%. Ce week-end, Bison Futé a hissé le drapeau noir en région Rhône-Alpes, d'autant que la météo annonce de la neige pour demain. 5 départements, l'Ain, l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie et les Hautes-Alpes ont été placés en vigilance orange, neige et verglas. De lourdes réquisitions contre François-Marie Bagné dans le procès Bettencourt. 3 ans de prison contre le photographe et confident de la milliardaire accusé d'avoir obtenu d'elle près de 400 millions d'euros. C'est la peine maximale. François-Marie Bagné, menteur, flagorneur, qui tenait sous son emprise totale une Liliane Bettencourt vulnérable pour lui soutirer des centaines de millions d'euros, a lancé le procureur. 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis pour Patrice Demestre, l'ex-gestionnaire de fortune de la milliardaire. C'est la pire épidémie de grippe depuis 5 ans en France. Plus de 2 millions de cas enregistrés. Les hôpitaux et les services d'urgence sont débordés. Face à cette situation, le gouvernement a déclenché le plan Orsan. Il prévoit notamment la mobilisation du secteur ambulatoire et des déprogrammations d'opérations non urgentes dans les hôpitaux. On joue ce soir un match avancé de la 26e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Derby de la Côte d'Azur entre Nice et Monaco. Le coup d'envoi vient d'être donné, Dominique Poulain. Ouais, effectivement, c'est parti depuis 4 minutes dans cette première période. Toujours ce score de 0-0. Et si c'est le plus court déplacement pour l'AS Monaco, le plus court déplacement de la saison, puisque 20 km séparent les deux villes, eh bien c'est peut-être un déplacement qui a tout lieu d'un piège pour les Monégasques, parce que eh bien c'est jamais évident de jouer un derby, d'autant que Nice eh bien reste sur une belle série de 6 matchs sans défaite. Nice qui est invaincu depuis le début de cette année
l'année 2015. Et puis surtout, eh bien, les Monégasques voudront naturellement éviter la blessure à 5 jours de leur grand rendez-vous européen. Ce sera en 8e de finale de la Ligue des Champions mercredi face à Arsenal. 4 minutes de jeu en première période, 0-0 ici à l'Alliance Riviera entre Nice et Monaco. Dominique Poulain, puis les championnats du monde de cyclisme sur piste sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour la 3e fois, le Français François Pervy enlève le titre du kilomètre. Fabrice Rigobert, pas François. Oui, 3e fois de suite pour cette épreuve du kilomètre avec un temps de 1 minute 59 km/h de moyenne. Il s'impose moins facilement que les autres années, mais surtout il remporte son 6e titre mondial au total. Il a remporté hier le titre au Keirin et il sera en lice pour tenter de réaliser le triplé ce dimanche en vitesse individuelle. Une immense performance pour le pistard François Pervy, 30 ans devant un public totalement acquis à sa cause. Il restait de longues minutes au sol car il n'arrivait plus à bouger les jambes tellement il a puisé dans ses réserves pour aller chercher ce titre. Mais quelle superbe récompense. Merci Fabrice Rigobert, il est 20h35. Merci Frédéric Beignada. Allez, nous on part à Météo France. France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres isolantes pour vos projets de construction et de rénovation. veka.fr. Joël Collado. Des giboulées samedi, plus tranquille dimanche. Ce week-end va débuter dans une ambiance plus agitée que ces derniers jours. Demain, la dégradation va se propager vers l'est. En plaine, il va pleuvoir. En montagne, il va neiger entre Jura et Alpes. Sur les 5 départements placés en vigilance orange, où il neigera plus bas demain après-midi que demain matin, ces chutes de neige seront même assez marquées. En allant vers la vallée du Rhône, la Provence, la Côte d'Azur, les pluies prendront sur le bord de mer un caractère orageux. Et puis sur le reste du pays, demain, il y aura des averses plus ou moins rapprochées, de neige en montagne. Ces véritables giboulées qui se mêleront de temps en temps de coups de tonnerre s'accompagneront parfois sur le nord de grésil ou de flocons. Et puis dimanche, après une nuit plus froide que celle de samedi, le temps sera beaucoup plus calme. Les nuages laisseront place à des éclaircies. Autour de la Méditerranée, tramontane et Mistral dégageront le ciel. Près de la Manche, le temps ne se gâtera que dimanche soir. Et les températures dimanche après-midi, bloquées à 4-5 degrés dans l'est, voisines de 7 degrés à Paris, atteindront entre 10 et 13 degrés près de l'océan et de la Méditerranée. Puis la semaine prochaine, dans un air pas trop froid, le temps restera perturbé avec certainement une embellie mercredi. Disons que je cherchais une relation, comment vous dire, enrichissante. Chez Fortunéo, le fonds en euros opportunité a rapporté 3,85% net en 2014. Et puis aussi, je voulais m'engager tout en me sentant libre. Chez Fortunéo, l'assurance vie, c'est sans frais d'entrée. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. J'aime ma banque. Fortunéo. Fonds en euros opportunité à 3,85% en 2014, net de frais de gestion annuels et hors prélèvements sociaux. L'investissement sur ce fonds doit comporter au minimum 25% de support en unité de compte. Conditions sur fortunéo.fr. France Info. 20h-21h, France Info. Les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, donc jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, avec ce soir Nathalie Cante de Courrier International, Nasser Kétan, PDG de Beurre et Femmes, Gérard Filoche du Bureau National du Parti Socialiste et Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. La justice se penchera-t-elle bientôt sur le cas Fédo et son fameux amant dans le placard si représentatif du théâtre de boulevard à la française? Les associations familiales catholiques accusent le site Gleden spécialisé dans les rencontres extra-conjugales de promouvoir l'infidélité et demandent donc à la justice de trancher, oui, en 2015, mais on voit ça à 20h45, car avant on parle d'une autre forme de relation, à la fois douce et sévère, et parfois brutale, à savoir celle d'Angela Merkel avec le reste de l'Europe, présente aujourd'hui à Paris pour rencontrer François Hollande afin de réaffirmer leur volonté de paix en Ukraine. La chancelière et le président ont tenu un point presse, et Angela Merkel a répondu à quelques questions sur les relations avec la Grèce, pas vraiment au beau fixe. Berlin ne veut pas donner plus d'argent pour la politique d'Alexis Tsipras et son plan d'aide. Elle l'a donc réaffirmé aujourd'hui, Angela Merkel. Il faut encore apporter des améliorations substantielles pour que la semaine prochaine, nous puissions également adopter cela la semaine prochaine au Bundestag. Voilà, Angela Merkel, Gérard Filoche, j'imagine depuis le début, quand vous parlez beaucoup de Macron, que ce n'est pas tellement votre amie Angela Merkel. Mais non, bien sûr. Comme personnalité. Je ne sais pas comment elle peut dire qu'il faudrait donner plus d'argent à la Grèce. La Grèce, elle n'a reçu aucun argent depuis 5 ans. Ce sont les banques créditrices de la Grèce qui reçoivent de l'argent. Et ce sont elles qui le demandent au peuple grec.
En fait, c'est pas quelque chose qui est donné aux Grecs, c'est quelque chose qui est enlevé aux Grecs, faut le comprendre comme ça. Et Merkel, elle veut enlever de plus en plus pour ses propres banques. Elle est mal placée pour le faire, parce que la dette allemande, elle a été 3 fois annulée dans le siècle dernier. En 1932, en 1953 et en 1990. Et puis les Grecs sont bien fondés de rappeler qu'ils n'ont jamais payé leur dette de guerre. Et je ne vois pas pourquoi on voudrait étrangler le peuple grec qui est déjà... Alors son SMIC est passé de 751 € à 450. Les retraites ont diminué de 30%. On en est à quelque chose comme 52 de chômage chez les jeunes, 52%. Ils ont vendu 30 entreprises. Heureusement que Tsipras arrête tout ça. Les gens n'avaient plus d'électricité. 80% des appartements d'Athènes n'étaient plus chauffés. 85 000 boutiques avaient fermé. C'était un désastre économique. Et Merkel, elle ne veut pas corriger ça. C'est marrant l'Union européenne, parce que dans le mot Union européenne, il y a union. Mais là, c'est pour écraser un petit peuple qui ne fait que 2% du produit intérieur brut de l'Europe et qui est légitime parce que c'est pas sa faute. C'est l'oligarchie grecque qui a piqué le pognon. Il y a 400 milliards des gens connaissent Onassis parce que c'est bien sûr, les grands films, tout ça. C'est glamour. C'est glamour, voilà. Mais c'est eux qui ont piqué le fric. Alors, justement, Xavier Lemoine, on sent, alors Angela Merkel et Athènes, c'est un peu tendu, voilà, vraiment depuis le début, puisque avec un autre pays. Est-ce qu'à votre avis, Angela Merkel, c'est juste une question économique d'orthodoxie ou il y a un côté politique aussi derrière, le côté elle qui est finalement de droite et Tsipras qui est de la gauche? Je dirais au-delà de cela, il y a un drame humain et social en Grèce que l'on ne peut pas ignorer. Et donc, quelles que soient les visées de politique intérieure ou d'orthodoxie économique ou financière, c'est jouer avec le feu que de continuer de cette manière-là. Quand je disais tout à l'heure, une dette est due, dès lors qu'elle est fondée, elle peut être due. Comment fait-on pour... Si elle est fondée. Ok, mais bon, comment fait-on pour humainement la récupérer sans mettre à genoux un pays, car on n'humilie pas en vain un peuple. C'est ça. Je veux dire, la BCE, Banque Centrale Européenne, prête aux grandes banques à 1%. Même les 1140 milliards de quantitative easing très récemment, c'est prêté à 0,15%. Donc les banques privées reçoivent à 0,15%. Et elles imposent aux Grecs des taux à 10%. Si les Grecs avaient les taux à 1%, il y aurait même pas on ne parlerait pas aujourd'hui. Donc en vérité, c'est les grandes banques privées qui se mettent plein la poche, aidées par l'oligarchie grecque qui triche. Vous savez les 4 origines, je fais très vite de la dette grecque. Je sais bien. Les colonels. Donc la dictature des colonels des années 70. Les popes et les armateurs qui ne payent pas leurs impôts, les Jeux Olympiques, 40 milliards de trop, et l'armement parce que la droite avait acheté 4 sous-marins de 1,4 milliard à Merkel, à ThyssenKrupp. Et donc ils veulent que l'argent entre. Nasser Ketan, cette femme justement, Angela Merkel, on voit qu'elle ne cède sur rien. Il y a même eu un sondage récemment, les Français même la plébiscitaient, trouvaient que c'était une femme à poigne, formidable chef d'État. Voilà. Et alors justement, est-ce que c'est une sorte de Thatcher finalement des années 2000 aujourd'hui à votre avis? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quelques temps, avant les élections actuelles, elle avait prononcé la Grèce n'a rien à faire dans l'Europe. Elle l'avait déjà jeté. Donc là, les élections qui viennent d'avoir lieu ont remis les choses en place, et ça a fait un peu tache d'huile en Europe avec le mouvement Podemos, et quelque part aussi en France, il se passe un petit peu des choses. Et elle est en train de se dire, si ce mouvement fait un peu tache d'huile, c'est peut-être aussi carrément l'Europe qui peut être remise en question à travers une contestation de certains régimes. Donc là aussi, ça l'a fait réfléchir. Et les histoires de dettes, tout le monde sait que, on l'a dit plusieurs fois, enfin moi je dis sur ce plateau, c'est des dettes, je veux dire, est-ce que les dettes sont dues? Oui et non. Parce qu'on sait comment fonctionnent des dettes, on sait comment la finance crée de la dette. Donc tout ça, il y a à boire et à manger dedans. Il y a à boire et à manger, et je suis pas sûr que les chiffres qu'on avance soient les bons. Justement, Nathalie Kant, sur le côté tache d'huile, notamment il y a un pays qui est en visée maintenant, on parle de l'Espagne par rapport. Est-ce qu'à votre avis justement cette expression tache d'huile est bien trouvée? C'est-à-dire que ça peut faire. Alors tache d'huile, ça veut dire que ça peut. Est-ce que ça peut s'étendre? Oui, justement. Moi, je disais dans les médias espagnols, ils disent que c'est-à-dire les Podemos, que c'est la gauche radicale, regarde de très près ce qui se passe avec la Grèce. Parce que, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une petite différence, c'est que Podemos, c'est comme il est eurosceptique, et la Grèce non. C'est-à-dire eux, ils veulent pas, la Grèce ne veut pas sortir de l'euro, et Podemos,
il propose ça, mais il n'a pas totalement fait son plan de gouvernement, justement. Et les médias espagnols, maintenant que Tsipras existe, que Tsipras existe et qu'il se passe quelque chose en Grèce, ils commencent à demander à Podemos qu'il présente vraiment un plan de gouvernement sérieux. C'est-à-dire laissons de côté la queue de cheval de Pablo Iglesias le leader, donc, le leader, et vraiment présenter qu'est-ce que eux ils veulent faire là où ils sont, s'ils gagnent quelque chose. Et je rappelle que c'est le Podemos, il y a eu des sondages, des estimations de vote, et ça serait le deuxième parti après le PP, le Parti populaire qui est aujourd'hui au gouvernement conservateur, la droite, et mais avant le PSOE, que c'est le Parti socialiste. Voilà, donc finalement, on a dit que le PS terminerait comme le PASOK. Gérard Filoche, vous y croyez ou pas, ça? Mais je le redoute. Je le redoute, et c'est pour ça que je me bats, c'est pour que mon parti prenne un cap à gauche, parce que s'il ne prend pas le cap à gauche, il va finir comme le PASOK. À 5%. Donc, et le problème en Europe, alors quel est le problème entre Podemos, Syriza, mais c'est la lutte contre l'austérité, c'est la lutte contre la politique de Merkel. Pourquoi ce sont les banquiers qui dictent au peuple ce qu'ils doivent faire? Moi, je suis pour que ce soit les peuples qui dictent aux banquiers ce qu'ils doivent faire. Je suis contre la dictature des banquiers, contre le pouvoir des banquiers, contre l'austérité. Je suis pour la démocratie et que les peuples se fassent entendre en Grèce, comme en Espagne, comme ici et au Portugal aussi, où il y a un autre mouvement. Et moi, je pense qu'avant de regarder ce qui se passe en Grèce par le petit bout de la lorgnette, il faut voir d'où ça vient. Ça vient du mouvement altermondialiste. C'est ça. Ouais. C'est que, je veux dire, c'est des ricochets. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Une contestation des peuples. Je veux dire, on veut plus la même Europe, la même société. Et on parlait de tension tout à l'heure avant l'émission. On est dans une société tendue avec la mondialisation, avec ce qui se passe sur le plan du terrorisme, etc. Donc les sociétés s'interrogent. Donc, au lieu d'enfermer un petit peu les Grecs dans une petite boîte d'allumettes, c'est de les resituer dans un contexte, de savoir quelle société on veut aujourd'hui en Europe. Europe qui a toujours été un havre de paix. Alors, on va y revenir parce que j'ai une petite question pour Xavier Lemoine après sur la grecque. Pour l'instant, il est 20h45 sur France Info. Le rappel des titres, Frédéric Benyada. Un accord ce soir entre la Grèce et les ministres de la zone euro pour prolonger de 4 mois le plan d'aide international dont bénéficie Athènes. Une panne qui tombe mal pour la SNCF. 600 voyageurs d'un TGV qui reliait Paris à Grenoble sont bloqués depuis le début de la soirée dans le nord de l'Isère après l'embrassement soudain d'une motrice. Prudence sur les routes ce week-end, d'autant que Météo France annonce de la neige pour demain. 5 départements, l'Ain, l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie et les Hautes-Alpes ont été placés en vigilance orange, neige et verglas. Et puis de lourdes réquisitions contre François-Marie Bagné dans le procès Bettencourt. 3 ans de prison ferme contre le photographe et confident de la milliardaire, accusé d'avoir obtenu d'elle près de 400 millions d'euros. France Info. 20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernet. Les informés de France Info avec ce soir Nathalie Cante de Cour International, Nasser Kétan, PDG de Beurre FM, Gérard Filoche du Bureau National du Parti Socialiste et Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Juste avant de passer au dernier débat, je voudrais qu'on revienne 2 minutes sur la Grèce. Justement, Xavier Lemoine, quand on est élu local, tout à l'heure on parlait du Front National, c'était pour certaines personnes une solution alternative aux partis traditionnels. Est-ce que vous avez l'impression justement que c'est la fin des partis traditionnels? On le voit avec comme Syriza, Podemos. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un délitement? Il y a un délitement total et on va être sur une recomposition que les événements vont apporter. Enfin, on essaye de garder cette fiction droite-gauche, mais on voit bien que dans le Doubs, le Front National, il tient 49% contre tout le monde. Les événements, je dirais, économiques et les événements internationaux sont quand même assez inquiétants et on sent qu'il y a des forces très très fortes qui sont à l'œuvre. Il y a des plaques tectoniques qui sont en train de bouger. Donc là, on maintient une fiction avec l'aide éventuellement des médias aussi, parce qu'on est mieux. D'accord. Merci de le reconnaître, c'est sympa. Et puis à un moment donné, le truc il va nous exploser ou il va nous sortir et on n'aura rien vu. Gérard Filoche, vous avez cette même impression, même si vous l'avez dit, vous vous battez pour que le PS reste le PS, mais que finalement les partis traditionnels. Moi, je pense que si le PS ne devient pas Syriza, il ne sera PASOK. Oui. Et donc en vérité, il faut que ça explose quelque part. On ne peut plus supporter d'avoir 6 millions de chômeurs. On ne peut pas supporter d'avoir 10 millions de pauvres en dessous de 900 euros. On ne peut pas supporter d'avoir 2 Français milliardaires qui possèdent plus que 20 millions de Français. On ne peut pas supporter d'avoir 500 familles qui ont 440 milliards, c'est-à-dire 1,5 fois le budget de l'État. Les inégalités qui sont révélées par la fraude fiscale, par toute l'explosion que l'on voit financière, etc., elles font craquer tous les pays et c'est normal.
Moi, je ne suis pas un excessif ni gauchiste. Pas du tout. Pas du tout. Je dis seulement qu'il faut redistribuer les richesses pour sortir de la crise. Et il ne faut pas... C'est l'inverse de la politique de Valls. Parce que lui, il veut sortir de la crise avant de redistribuer la richesse. Ça ne marchera jamais. Oui. Allez, on va se détendre un petit peu pour terminer cette émission avec un débat qui est un petit peu loin de ses préoccupations, Angela Merkel ou du Front National, anecdotique ou symbolique d'une époque. L'AFC, l'association des familles catholiques, attaque donc le site Glidden qui fait l'apologie de l'infidélité en proposant un site de rencontre extra-conjugale. Si l'infidélité n'est plus une faute pénale depuis 1975, le Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité et assistance. Donc pour l'association catholique, il y a faute. Première cible, les transports en commun dans lesquels on trouvait des affiches pour Glidden, des affiches qui ont disparu, des bus notamment à Poissy, Rambouillet et Versailles, à la satisfaction de leur maire. Et on comprend puisque selon un récent classement, Versailles serait la 5e ville de France en matière d'adultère. Étrange, mais pour l'avocate Caroline Mécari, la plainte de l'AFC ne tient pas. Cette association se mêle de ce qui ne la regarde pas, c'est-à-dire qu'elle se mêle d'une relation qui existe entre deux personnes privées. Elle n'a donc absolument aucune qualité pour agir et pour intervenir au nom d'une relation à laquelle elle est totalement étrangère. On est dans un jugement moral, or le droit n'a rien à voir avec la morale, c'est-à-dire on est exactement à l'opposé de ce que devrait être la tolérance et la liberté de choix de chacun. Voilà, l'avocate Caroline Mécari, à savoir que dans le Figaro, il y avait 170 élus d'Île-de-France qui se prononçaient contre les pubs Glidden. Vous en êtes également, ces élus ? Non, j'ai pas signé, j'aurais pu signer. Oui, et qu'est-ce que vous en pensez justement de cette plainte contre... Parce que là, ça semble, au-delà de l'anecdote, ça va quand même plus loin sur une réflexion morale. Bon, d'abord, ce qui vient parasiter la chose, c'est que ce sont les associations familiales catholiques. Oui. Tout de suite, zoom sur catholiques, catho, les chrétiens, ils nous emmerdent, etc. Premier point. Deuxième point, ce sont les élus qui, les premiers, dans le 92 et dans les Yvelines, ont alerté la RATP de cette régie-là. Tous les jours, il y a des officiers d'état civil qui, effectivement, récitent l'article 212 que vous avez rappelé. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, plus d'autres articles du Code civil. Et nous, comme maire, on voit bien que assurer le service après-vente de la transgression de cet article 212, ça fait mal à la personne qui a été trahie, ça fait mal aux enfants, ça fait mal à la société. Alors que, effectivement, on soit devant la liberté des personnes d'agir comme bon leur semble, j'accepte, mais on peut se poser la question, est-il normal, de surcroît, je dirais dans des bus d'une régie publique, de faire l'apologie d'un comportement qui par ailleurs fait mal à un autre, peut faire mal à des enfants, et je dirais abîme la société. Donc entre la liberté et l'incitation, c'est là que le débat peut se placer. Et il n'y a pas besoin d'être catho pour, je dirais, aimer la fidélité, il n'y a pas besoin d'être catho pour être infidèle, il n'y a pas besoin d'être catho pour vouloir être aimé, et durablement. Je pense que c'est plutôt l'ambition du plus grand nombre. Et donc l'incitation... Donc c'est pas, c'est pas la relation extra-conjugale qui vous dérange, mais c'est plutôt de le voir, c'est ça ? C'est l'incitation. La faiblesse, la faiblesse c'est une chose, l'incitation n'est une autre. Parce que moi, quand je réfléchissais sur ce sujet, je me disais que, c'est-à-dire ici, moi je trouve qu'en France, les relations extra-conjugales sont tolérées. Au fait, mondialement, on dit que... oui, qui a dit bon? Ah bon, c'est moi. Non, mais c'est toléré en plus. Au plus haut sommet de l'État. Oui, exactement. Et quand on parle comment on dit, comme de la formule familiale qui existe en France, quel est le type de famille française? Il y a comme toujours une maîtresse dans l'histoire. Oui, on est dans le cliché, il y a un cliché de ça. Voilà. Mais je me demande si peut-être le truc, c'est que vous aimez pas en parler. On n'aime pas parler de ça. On n'aime pas le voir. On n'aime pas que ça s'affiche. On aime juste le faire porte dedans. Gérard Filoche. Moi, ça me fait réfléchir sur le libéralisme, en fait. Parce que c'est celui qui casse le plus l'ordre social. Et finalement, il y a des pulsions en contrepartie d'ordre moral. C'est-à-dire qu'on casse le code du travail, tout ce qui est les libertariens. Oui, donc il faut plus de droits, il faut l'entreprise, blablabla. Et puis en même temps, c'est des petits partis américains, ils sont ordre moral, il faut réguler, comment, l'adultère, si c'est pas, etc. Et c'est un peu ça la pression de cette plainte. C'est d'essayer de faire des campagnes morales. C'est comme quand on a eu les manifs pour tous contre le droit des homosexuels. Ça va de pair de casser le droit du travail et de faire de l'ordre social, de l'ordre moral. Xavier Lemoine. La publicité incite les couples mariés à l'infidélité. Dès lors que le Code civil est passé par là,
Non, ils font ce qu'ils veulent, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais dès lors que le Code civil est passé par là, je ne vois pas comment on peut s'amuser à défaire le Code civil. Après, je dirais, on est absolument plus crédible. Eh ben, autant prendre les bus sans payer le ticket, après tout, pourquoi pas. On interdire des pièces de théâtre, à commencer de Musset jusqu'à aujourd'hui. La réalité d'une situation est une chose, l'incitation en est une toute autre. Et c'est là que le débat doit se porter. Ou alors, le Code civil, on le brûle et on arrête. On peut le faire évoluer aussi. Mais vous pouvez il a déjà pas mal évolué ces derniers temps, mais on peut se lancer sur le débat là. Allez, il est 20h53 sur France Info. Les titres, Frédéric Beniada. Prudence sur les routes ce week-end, d'autant que Météo France s'annonce de la neige pour demain. 5 départements, l'Ain, l'Isère, la Haute-Savoie, la Savoie et les Hautes-Alpes ont été placés en vigilance orange. De lourdes réquisitions contre François-Marie Bagné dans le procès Bettencourt. 3 ans de prison ferme contre le photographe et confident de la milliardaire, accusé d'avoir obtenu d'elle près de 400 millions d'euros. C'est la peine maximale relaxe requise en revanche pour l'ancien ministre UMP Éric Woerth. Un accord ce soir entre la Grèce et les ministres de la zone euro pour prolonger de 4 mois le plan d'aide international dont bénéficie Athènes. La 40e cérémonie des Césars au Théâtre du Châtelet, l'ouverture demain du Salon de l'Agriculture. France Info. 20h-21h, France Info, les informés. Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, les 5 dernières minutes, on parle donc de cette plainte donc de l'association des familles catholiques contre Glidden pour un site spécialisé dans les rencontres extra-conjugales. Nasser Ketan, ça vous choque ça, ou c'est justement de l'ordre du privé, ou c'est Non, c'est le traditionnel débat, c'est le sexe et l'argent, c'est tabou, c'est autour de c'est vrai qu'en France mais je veux dire que les pratiques sexuelles, c'est depuis des siècles et des siècles, les gens ont fait ce qu'ils ont voulu. Je veux dire, les femmes ou les hommes n'ont pas attendu ce genre de site pour aller là où elles avaient envie d'aller. Je veux dire, c'est vrai. Maintenant, je me demande, est-ce que à force de pub, est-ce que statistiquement, il y aura plus de gens qui seront infidèles? Est-ce que ça sera vérifié? Est-ce que ça vraiment c'est un site? Je suis pas convaincu. S'il y avait un site publicitaire pour l'évasion fiscale. Xavier Lemoine. C'est pas pareil. Moi, je suis pas convaincu que c'est un site. Eh bien, attendez, vous avez le code des impôts et vous appelez à transgresser le code des impôts. Vous avez le code civil, vous appelez à transgresser le code civil. Je suis libertaire dans la vie privée. Chacun peut vivre comme il l'entend, et monsieur vient de dire très bien les choses. C'est votre responsabilité. Je ne suis pas libertaire en matière d'impôts. Parce que c'est une règle que de participer à la vie de la société. Mais le code civil, quand on est très riche, eh bien, on doit contribuer à ce qu'on n'ait pas 10 millions de pauvres. Et donc, je suis pour un impôt sur les 1%, de façon à ce que les 99% vivent mieux. Mais là, je suis pour réguler. Donc, le code civil est pour la loi. Je suis pour la pression sur l'impôt. Le code des impôts, on n'a pas le droit de le transgresser. Alors, moi, je pense que si on suit la tendance, elle va démontrer que des affiches de pub de ceci, oui, ça va pas inciter comme vous dites. Je vous explique, je vous dis pourquoi. Parce que ici, à Paris, par exemple, ça n'arrête pas de se multiplier la quantité de réseaux sociaux pour rencontrer des gens. Oui. Et à Paris, jamais il y a eu plus de célibataires et de gens seuls qu'aujourd'hui, que maintenant. Donc, peut-être, ça change la manière de se relayer des rapports, mais ça ne veut pas dire que c'est un site. C'est-à-dire, c'est pas que maintenant il y a plus de mariages parce qu'il y a des... L'afficher, je dirais, au vu et au su de tout le monde, je dirais, c'est minimiser l'importance que l'on accorde aux engagements que l'on prend à travers le Code civil. Et simplement un mot pour maintenant que ces réseaux existent, bien évidemment, mais là, il faut un acte volontaire et personnel pour y aller. Une autre chose, de l'afficher au vu et au su de tout le monde, de dire après tout, on s'en fout, la fidélité, ce n'est plus une valeur. Nasser Ketan, autant le dire comme ça. Simplement un mot pour compléter ce qu'il vient de dire, c'est que on est dans une société tellement démocratique où il y a tous les contre-pouvoirs qui se passent. Je suis sûr que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, il y aura d'autres sites qui vont contrebalancer ça, qui vont faire l'opposé, etc. Et moi, je fais confiance au mouvement associatif, aux différents partenaires, etc., de se lancer dans d'autres formes de propositions. Je veux dire, moi, je crois que ça va faire pchit. Alors justement, ce que disait Gérard Filoche tout à l'heure à propos de la mobilisation contre le mariage pour tous, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question, puisque quand même ce site existe depuis 6 ans en France, il y a 1 million d'abonnés, on ne réagit que seulement maintenant. Un petit peu comme, alors on peut faire un parallèle, comme l'exposition Titeuf à la Cité des Sciences, qui d'un coup avait mobilisé 37 000 signatures de gens qui avaient participé à la manifestation pour tous. Est-ce que finalement, on sent finalement le reste de la manif pour tous avec ce genre de mobilisation ?
Non, je ne crois pas, parce que quand vous regardez les signataires, notamment les élus, je pense que bon nombre sont très très loin d'avoir défilé la manif pour tous. C'est bien plus profond que ça. C'est bien plus profond. Et pourtant, vous ne pensez pas qu'il y a eu une remobilisation, justement? Non, mais si on appelle à la moralisation de la vie économique, je pense que l'on peut aussi espérer que l'on reconsidère la famille sous un autre angle que le libertinage. Voilà. Il s'agit de la famille, là. Il s'agit du mariage et du code civil. C'est pas deux célibataires qui font... C'est autre chose. On est loin des débats sur l'homosexualité ou la théorie du genre. On est loin quand même. Si je peux me permettre, laissez les gens vivre comme ils l'entendent, laissez les gens vivre comme ils l'entendent, mais permettez qu'ils vivent, qu'ils aient un bon salaire, un bon travail et une bonne retraite. Ça, c'est quelque chose qui s'organise. Et une bonne maîtresse. C'est ça, Nathalie Cande. Finalement, vous avez... Non, je rigole. Non, mais finalement, ça montre que peut-être la société française n'est pas si conservatrice que ça. C'est juste, à mon avis, c'est-à-dire quand on vient de sociétés qui sont plus conservatrices, ça fait du bien de voir qu'il y a des endroits où un petit peu tout peut exister, dans les limites, bien sûr. Finalement, si tout peut exister, c'est pas si mauvais. C'est-à-dire après, chacun choisit s'il va ou il va pas. Il n'y a plus de limite. Mais bon. Non, mais je veux dire. C'est un site légal, quand même. Rappelons-le quand même. C'est ça. Donc finalement, est-ce que vous pensez que c'est une plainte qui va aller, adulte et consentants, éduqué, qui peut aller au bout? Bon. C'est Lemoine, vous pensez? J'ignore, parce que là, effectivement, en termes de droit, on est sur l'incitation. Enfin, j'attends, ça sera curieux de voir le jugement, dans un sens comme dans l'autre. Alors, en tout cas, sûrement, on va connaître le jugement et on connaîtra la suite. À noter, donc, un coup de pouce donc à nos partenaires, donc Courrier International, cette semaine, donc c'est la paix froide. Voilà, bien sûr, vous parlez de l'Ukraine, un jeu de mots avec la guerre froide. Merci beaucoup, Nathalie Cande, d'être passée ce soir. Merci à Xavier Lemoine d'être passé. Merci à Nasser Kétan et à Gérard Filoche qui a si bien défendu, en tout cas, Emmanuel Macron ce soir. Voilà. Et les grondeurs contre les frondeurs. Ah mais oui, mais c'est vrai, c'est un